La team, ceux qui ont écouté la première partie, je vous offre ici la partie 2 et la fin de la conférence du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, personne ne peut se plaindre parce qu'il a répondu à toutes les questions. Nous avons fait la première partie, voici la deuxième partie, et cette deuxième partie est clairement dédiée au combat pour les coups d'État. Et comprendre aussi le sens de ces coups d'État et se poser les véritables questions qui sont d'abord celles de savoir pourquoi la majorité des peuples sont d'accord avec les coups d'État militaires. Et aussi, la CEDEAO doit se souvenir qu'elle n'a pas été créée pour intervenir militairement dans un pays. Dans aucune de ces lois, cette loi-là n'est prévue. Donc, toutes ces décisions sont donc nouvelles. Mais aussi, le président Laurent Gbagbo tient ici à rappeler qu'il a vécu cela. Il a vécu pire. On l'a même déporté à la CPI et personne n'en a parlé. Aujourd'hui, il a gagné et la vie continue comme si rien ne s'est jamais passé. Et pourtant, ce n'est pas normal. Normalement, quand vous gagnez un procès, quand vous êtes reconnu innocent et qu'on vous libère, on doit pour la plupart des cas vous donner votre dû. Et le dû du président Laurent Gbagbo ici était d'abord qu'il revienne au pouvoir parce qu'il a été enlevé là de manière injuste. Et on a installé M. Alassane Dramane Ouattara par la force des armes. Parce que tout ce que le président Laurent Gbagbo a fait, il l'a fait parce qu'il avait le droit de le faire en tant que chef d'État. C'est donc en tant que chef d'État que le président Laurent Gbagbo avait pris toutes les décisions et qu'il avait donné l'ordre aux généraux. Et donc tout ce qui s'était passé là, le président Laurent Gbagbo a été jugé et il a été acquitté. Malgré cela, il y a toujours les militaires qui sont toujours en prison. Pourtant, eux, ils passent seulement leur temps à obéir. Est-ce que Alassane Ouattara, qui envoie les militaires aujourd'hui faire la guerre au Niger, demain on va arrêter ces militaires-là? Pourtant, celui qui les a envoyés, c'était Alassane Ouattara. S'il est acquitté, eux aussi seront acquittés. La team, écoutons ici la dernière partie de la conférence du président Laurent Gbagbo. Sur la liste électorale, mais le mal a été fait par ceux qui m'ont radié de la liste électorale. Et ceux-là sont connus. Donc il faut leur demander de réinscrire mon nom sur la liste électorale, dialogue politique ou pas. Ça n'a rien à voir. Bon, s'il faut dialoguer, moi je veux dialoguer. Ça, c'est pas. Seulement, j'espère qu'on va me proposer ça parce que c'est le plus facile à faire, pour moi en tout cas. Voilà. Mais il faut poser le problème pour qu'il soit réglé. Et j'ai dit que je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un braqueur. Sinon, la CPI ne m'aurait pas déclaré indigent. Quand j'étais à la CPI et qu'on devait me juger, il fallait payer des avocats. Je leur ai écrit pour qu'ils payent mes avocats. Parce que je n'avais pas d'argent. Ils sont venus dans la prison, à 3, pour me dire comment vous n'avez pas d'argent. Ou donc on dit que vous avez des comptes en Suisse. Alors je leur ai dit, ici on n'est pas en Côte d'Ivoire. Ici, on est à La Haye, c'est-à-dire aux Pays-Bas. La Suisse est tout près, à côté. Donc, vous pouvez aller en Suisse et regarder dans toutes les banques. Si vous trouvez un seul nom, si vous trouvez un seul compte à mon nom, dans une quelconque banque en Suisse, vous qui me parlez, prenez l'argent qui est dedans, cadeau, et puis venez déposer plainte contre moi pour mensonge.
au monsieur. J'ai dit, si vous trouvez un seul compte au nom de Baboloma, en Suisse, prenez tout l'argent qu'il y a dedans. Un cadeau. Prenez ça, cadeau. Et puis vous venez déposer une photo. Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un amoureux d'argent. Moi, je travaille depuis et on me paye et ça me suffit pour me faire vivre. Et je me compte ici, à Abidjan. J'ai toujours indiqué, quand j'étais en prison, le numéro de mon compte à Abidjan. Donc, monsieur, cette histoire-là, c'est une histoire de vol et en même temps une histoire d'honneur. Et en même temps une histoire d'honneur. Alors c'est pour ça que le second journaliste demande, mais pourquoi différer ce combat pour l'honneur? Pourquoi ne pas le faire maintenant? Tous les combats ne se mènent pas dans l'immédiateté. Si vous m'insultez tout de suite, vous avez posé l'acte de m'insulter. Moi, je vais décider de vous répondre ou bien de vous taper maintenant ou à la sortie. Ça, c'est moi qui décide. Et voilà. Vous prenez l'acte de m'insulter maintenant. Mais moi, je décide de vous répondre ou de vous taper maintenant ou à la sortie. C'est ça. Quand vous devez poser un acte, vous êtes quand même libre du choix du moment. J'ai dit que maintenant, notre parti a décidé d'aller aux élections municipales et aux élections régionales. C'est ce que nous préparons. Je vous ai dit, ça 3 ou 4 fois. Donc c'est ce que nous faisons. Mais après ça, je poserai le problème de ma radiation. En quelle langue il faut que je parle? Pourquoi me comprenez? Vous voyez? Voilà. Américain. Nous allons donc entamer le 4e week-end par le PPSI et en même temps de la dette. Oui. Monsieur le Président, le PPSI est un jeune parti. A-t-il un programme de gouvernement en gestation? Si oui, comment compte-t-il juguler la colossale dette actuelle de la Côte d'Ivoire qui s'élève à plus de 25 000 milliards de francs CFA? Bien. Or, quand vous dites que le PPACI est un jeune parti, c'est parce que vous pensez au congrès qui s'est tenu là. Mais le PPACI, sa base, c'est quoi? C'est tous ceux qui étaient au pouvoir depuis 2002 et depuis 2000. Jusqu'à mon arrestation en 2011.
eux là, qui forment la base du PPACI. Donc, on a un peu d'expérience de la lutte politique, un peu d'expérience du gouvernement. Sur la dette, je vais vous donner, j'ai demandé qu'on me donne les chiffres. Et les chiffres qu'on m'a donnés sont effectivement ceux que vous avez cités, mais j'aimerais quand même voilà. En 2010, au moment de la fin de mon pouvoir, la dette totale était de 7 760 milliards. C'est ça la dette. Que j'ai laissé à mes successeurs. En 2022, la dette est passée à 24 774 milliards. Vous voyez, c'est une multiplication par à peu près 3, non, 3 et demi. Voilà. 3 et demi. Bon, moi je ne suis pas un amoureux de la dette. C'est pourquoi dès que je suis arrivé de la dette extérieure, alors, il y a des gens qui me disent, ouais, les États-Unis sont le pays le plus endetté de la planète et ils sont puissants. Oui, mais c'est parce qu'ils sont puissants qu'ils peuvent se permettre d'être endettés. Mais nous, on est faibles. On est faibles. Qui peut aller tordre le bras des États-Unis parce que les États-Unis doivent? Qui? Sur la terre. Sur la terre. Qui? Personne. Même les Chinois. Même les Chinois ne tordent pas le bras des Américains. Vous comprenez? Mais un petit pays comme nous, parce qu'ici les Libanais se trouvaient comme ça. Ah, nous sommes forts, nous ne sommes pas forts. Les Libanais croient qu'ils sont trop puissants. Qu'ils sont trop puissants. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et on peut nous tordre le bras parce qu'on doit. On peut nous tordre le bras parce que nous devons. Alors qu'on ne peut pas tordre le bras des États-Unis, parce qu'ils doivent. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce thème est aussi en rapport avec le programme du gouvernement du PACI. Chers confrères, la parole est à vous. Alors, on va commencer par là.
Président. Ouais. Je reviens. Mais ça peut marcher. Ça peut... Ça, ok, c'est réglé. Voilà, merci. Je rappelle que je suis Romaric N3 de Royal TV. Monsieur le Président, vous avez fait cas de la dette à votre époque, il y avait eu le budget sécurisé. Et si en 2025 vous revenez au pouvoir, quelle sera votre recette pour juguler cette grosse dette? En tout cas, il faut le dire, il faut l'appeler comme ça. C'est une grosse dette. Bonjour Monsieur le Président, Pierre Donadieu de l'agence France Presse. Il y a un sous-thème qu'on a oublié d'aborder tout à l'heure, juste à l'instant, sur l'avenir politique, qui est un peu lié à ça. Est-ce que vous avez envie d'être candidat en 2025 ou est-ce que vous espérez laisser la place à une génération plus jeune? Oui, ça c'est une bonne question. Merci beaucoup. Ça aurait été dommage de ne pas la poser. Je l'attendais depuis. Oui. Bon, je vais commencer par vous. Vous aviez. Qu'est-ce que vous aviez dit? On a demandé comment faire le cercle pour régler, pour Oui, juguler la grosse dette. oui. Pour juguler cette grosse dette. Oui. Bon. En 2000, on n'avait aucune recette, on est arrivé, on avait notre programme, mais on est arrivé au pouvoir et on a trouvé une dette qui était costaud. Mais comme vous savez, comme ce n'est pas nous qu'on attendait là, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ce n'est pas nous qu'on attendait à cette place. Donc, les gens... Bon. Donc, j'ai dit à mon ministre de l'économie et des finances, tu vois les gens, est-ce que tu les vois marcher? Il a dit, oui, président, je les vois marcher. J'ai dit, est-ce que tu vois comment ils marchent? J'ai dit, je vois comment ils marchent. J'ai dit, bon, leur marche, une marche amicale avec nous. Est-ce que tu comprends? J'ai dit, oui. J'ai dit, bon. Donc, on a appris à manger ce qu'on cultivait. C'est ce que nous avons appelé le budget sécurisé. C'est-à-dire que ce qu'on gagnait par nos impôts et par notre douane, c'était ça qu'on utilisait d'abord pour payer nos fonctionnaires. On avait à l'époque plus de 100 milliards de francs CFA de salaire. Bon, on fait ça d'abord. Et puis, comme on avait plus, on faisait autre chose. Moi, par exemple, j'ai commencé à construire Yamoussoukro sans emprunter un franc. Sans emprunter un franc. L'Assemblée nationale, qui était presque finie, on devait nous la livrer en 2012. On m'a arrêté en 2011. Les travaux sont restés comme ça. Et la présidence de la République, pour laquelle on avait fait toutes les fondations. Mais quand je me promène aujourd'hui dans Abidjan, je me dis que vraiment, il faut emmener l'administration du pays à Yamoussoukro. Il faut emmener la capitale à Yamoussoukro. Parce qu'Abidjan n'est plus vivable. Ça, c'était une petite parenthèse. Bon, donc,
Nous avons mis en place donc le budget sécurité. Et ça nous a permis de respirer toujours. On n'entendait plus rien des gens avant d'agir. Et c'est ce que voyant, les gens sont venus à nous. L'extérieur est venu à nous. Ce que voyant, l'extérieur est venu à nous. Un jour, alors qu'on ne s'y attendait pas, une délégation du FMI, de la Banque mondiale, est arrivée. On a commencé à discuter. Et de discussion en discussion, on a abouti à des résultats heureux. Mais nous nous sommes gardés de tomber dans l'euphorie et nous n'avons pas plus de dettes inconsidérées. Parce que je me méfie toujours de la dette extérieure. Je me dis, les entreprises et les pays à qui nous empruntons sont tous plus forts que nous. Et ils peuvent, s'ils le désirent, nous tordre le cou au nom de ce que nous leur devons. Donc, petit Babou, reste dans ton coin, fais les choses que tu peux prendre, les dettes que tu peux rembourser. Et c'est pour ça que j'ai appris à faire. Je vis comme ça dans ma vie privée, et je vis comme ça dans ma vie publique. Prends les dettes que tu peux rembourser. Et rembourse-les à temps. À temps. Pour ne pas que on se tende le cou. Voilà ma devise. Sur Yamoussoukro, je parle de Yamoussoukro. Je dis que j'ai commencé à faire, il y a certains ici qui peuvent en témoigner, j'ai commencé à faire le Parlement, la présidence, mais je me suis dit, quand nous allons terminer, toutes les administrations ne vont pas être vite prêtes. Donc, il fallait que l'autoroute aille jusqu'à Yamoussoukro pour que les administrations puissent venir. C'est pour l'autoroute seulement. C'est pour l'autoroute seulement que je me suis endetté. J'ai pris l'argent, j'ai emprunté l'argent aux banques arabes. Aux banques arabes. Et on a fait l'autoroute. Et aujourd'hui, l'autoroute arrive à Yamoussoukro, même si certains ne le disent pas trop. C'est nous. Nous. Et c'est Patrick Achi, qui était mon ministre des infrastructures. Patrick Achi, qui était mon ministre des infrastructures économiques. C'est lui que j'ai envoyé négocier l'emprunt. Et en même temps, les gens déjà vivent m'ont demandé un pont
Donc je leur ai demandé de mettre l'argent dedans, de mettre l'argent. Et nous avons, tout en construisant l'autoroute jusqu'à Ayamchou, nous avons en même temps fait le pont de Jacquesville pour supprimer le bac. Il faut que ça se fasse. Nous avons supprimé le bac. Et pour l'autoroute, les fonds arabes ont désigné comment on appelle cette entreprise Soroubat. Voilà. L'entreprise tunisienne Soroubat qui a construit l'autoroute. Et ils ont indiqué une entreprise égyptienne à la contracteur qui a fait le pont de Jacquesville. Donc c'est comme ça. Mais ça, ce sont des dettes pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui sont des petites dettes pour donc c'est comme ça. Et je mets l'accent sur le fait que tout emprunt doit servir. Mais il faut aussi penser à construire l'intérieur de la Côte d'Ivoire. L'hôpital de Ganoa, c'est 5 milliards qui nous viennent des Chinois, mais ça, c'était pas un prêt. Nous avons offert, après ma visite, ils m'avaient invité à faire une visite officielle à Petit. Je suis allé, quand je suis venu, ils nous ont donné 5 milliards pour construire un hôpital à Ganoa, ça a été fait. Mais les mêmes Chinois, je leur ai demandé de construire l'hôtel des parlementaires à Yamoussoukro, ils l'ont fait aussi. Mais je pense qu'il faut construire aussi à l'intérieur. Monsieur le Président, pour revoir cette belle manière de gérer le pays, il va falloir que vous reveniez au pouvoir et Donadio l'a souligné, votre avenir politique semble scellé ailleurs par vos adversaires. Alors il a demandé comment envisagez-vous maintenant votre avenir politique? Est-ce que vous êtes prêt à céder la place à plus jeunes? Tu veux poser une question? Vous voulez poser une question? Non, je voulais. Oui, c'est-à-dire. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Juste derrière. Wow. Je voulais embrayer un peu sur la dette quand même. C'est Jean-Baptiste Sacro, ancien secrétaire de matin, aujourd'hui journaliste consultant. Il y a deux thèses qui s'affrontent. Il y en a qui disent que l'argent travaille, on parle de la dette. Avant on disait l'argent sécure. Alors, moi je n'ai jamais bien compris. Toujours est-il que, avec le PPTE, je crois que le contrat avait été remis à zéro. Vous venez de dire qu'on a atteint 24 000 milliards. Et quand on parle, on peut regarder, ça construit partout. Il y a beaucoup de ponts, beaucoup en tout cas, de grands travaux d'infrastructure. C'est ça qui crée la dette. Est-ce que ne pas le reconnaître
ce n'est pas faire de la mauvaise foi. Voilà un débat de fond. Et le deuxième aspect sur le problème de la dette, c'est que il y a des investissements qu'on a trouvés pharaoniques. Par exemple, j'ai entendu concernant le transfert de la capitale à Yamoussoukro, où vos travaux étaient d'études pharaoniques. C'est peut-être pour cela que depuis une dizaine d'années, les travaux du transfert de la capitale n'ont jamais commencé, alors que vos successeurs s'y étaient engagés. Bon, je peux. C'est là. Oui. Je peux parler, monsieur le Président. D'accord. Ça c'est. Je suis pas bien, mais. Est-ce que je peux parler? Bon. Le monsieur me demande si moi-même je pense être président de nouveau ou bien si je pense à laisser la place à un autre. C'est ça, hein? À plus jeune. Plus jeune, c'est. Je n'aime pas bien cette expression, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, il y a des problèmes que je n'ai plus. Je voulais être président. J'ai été président. Et j'ai été président pendant 10 ans. Et je n'ai pas fait le travail que je voulais faire, mais j'ai fait un autre travail que les circonstances m'imposaient. Quand j'ai été élu président en 2000, dès 2001, dès janvier 2001, la première attaque des rebelles a commencé. J'ai été élu président le 22 octobre 2000. Le 26, pas janvier, c'est octobre. Le 26 octobre, j'ai prêté serment devant la Cour suprême. Le 27 octobre, j'ai fait mon premier conseil de ministre. Et janvier, le 7 janvier précisément, c'est-à-dire 3 mois, 2 mois, 3 mois, on était attaqué. Oui, c'était le complot de la Mercedes noire. Et le complot de beaux noms. Le complot de la Mercedes noire. Donc, on a repoussé ce complot-là. Mais ils sont revenus. Un an plus tard, en 2002, pour ne plus partir, pour rester assis sur le pays. Donc, mon travail a consisté à lutter
que le pays soit débarrassé des rebelles. C'est ça. Le travail que j'avais à faire, construire Yamoussoukro, amener la capitale de là-bas, et là-bas, augmenter les superficies cultivables pour le café, pour le cacao, faire en sorte que les prix du cacao montent, tout ça, c'était plus ça le boulot. Le travail était de faire en sorte que le pays demeure le pays. On s'est battu contre tout le monde. Il y en a qui venaient sous forme déguisée. Il y en a qui venaient sous forme ouverte. On s'est battu contre tous ceux-là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Et je suis fier de ça. La Côte d'Ivoire ne s'est pas effondrée. Elle demeure la Côte d'Ivoire. Et je suis fier de ça. Alors, le monsieur me demande si je vais être candidat ou bien si je vais laisser la place à plus jeunes. Pourquoi à plus jeunes? Oui. Trump a laissé la place à plus vieux. Oui. Et Biden, il est plus vieux que Trump. Et c'est lui qui a remplacé. Donc, moi, ça, c'est pas mon problème. Celui qui va venir après. Son âge n'est pas mon problème. Mais ce que je veux dire, c'est que je voulais être président, je l'ai été. J'ai voulu montrer dans ce pays qu'un enfant de pauvre sorti de nulle part, ayant à peine un repas par jour pendant sa scolarité, il pouvait, par la force de sa volonté, par la force de ses idées, par la force de sa combativité, il pouvait gravir n'importe quel échelon et arriver à n'importe quel poste. J'ai voulu cela et je l'ai fait. J'ai voulu cela et je l'ai fait. Aujourd'hui, dire je suis fils de pauvre, ça n'est plus un prétexte. Puisque tout le monde sait qu'un fils de pauvre a pu être président de la République. Donc ça, ce n'est plus un prétexte, ce n'est un prétexte que pour les paresseux. C'est quand on est fils de pauvre qu'on doit multiplier d'ardeur, qu'on doit être fort dans la tête. Ne pas se laisser distraire à droite et à gauche. Quand je suis arrivé au lycée classique, en 1962, mes yeux s'écarquillaient. Je voyais des fils de ministres qui étaient mes voisins, qui étaient mes copains d'école. Tout ça, moi, ils sortaient de mon noir, de blouse,
pour vous montrer que je ne pensais même pas à Cocody. Quand je suis arrivé, j'étais à Trècheville et j'ai marché jusqu'à Cocody et cherché le lycée classique. Parce que je devais y passer un concours pour rentrer en seconde. Et j'arrive devant le lycée classique, je ne savais pas que c'était le lycée classique. Je rencontre quelqu'un, je dis s'il vous plaît, monsieur, où est le lycée classique? Il dit Boussard. Mais c'était Caïman, comme moi. Il dit Boussard, tu ne vas pas le lycée. Hein? Il dit, ah, excusez-moi. Et donc, non, ça, j'ai voulu ça et je l'ai réussi. Sur moi-même. C'est une victoire sur moi-même et sur la pauvreté. Bon, maintenant, donc je ne suis plus en envie d'être président. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. C'est-à-dire que maintenant, si je suis président, c'est que c'est un devoir que mes camarades me demandent d'accomplir. Hein? C'est dit? Il y a un cas de force majeure. Oui, c'est-à-dire, mais moi j'ai fait ma part. Et je suis fier d'avoir été là au moment où c'était la guerre. Parce que c'est être président dans les moments les plus difficiles, ça. Vous comprenez? C'est être président dans les moments les plus difficiles. Et je l'ai été. Je l'ai été dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, je fais la politique parce que c'est le métier que je connais. Je fais la politique parce que c'est le métier que je connais. Et je ferai la politique jusqu'à ma mort. Mais ça ne veut pas dire que je serai président de la République jusqu'à ma mort. Non. Je ferai la politique jusqu'à ma mort. Si mes camarades avec qui je me bats estiment qu'il n'y a pas mieux pour moi pour les échéances à venir, alors on se mettra en route pour travailler. Vous comprenez? Mais ce n'est plus une obsession. Ce n'est plus une obsession. J'ai fini avec ça. J'ai fini avec ça. Oui, oui. Pour ceux qui sont africanais. Monsieur le Président, je crois que la réponse a été très claire. Voilà. Mais maintenant, à tout, oui, en parler. Et dit, pourquoi ne pas reconnaître que la dette est bonne parce qu'elle fait travailler l'argent? Oui, même si l'argent oui, est si. J'ai bien compris ce qu'elle a voulu dire. D'abord, ceux qui disent que les travaux que je faisais à Yamoussoukro étaient les travaux pharaoniques, je crois qu'ils n'ont pas vu les travaux que j'ai faits. Parce que ce que je faisais à Yamoussoukro, c'était de construire
une Assemblée nationale et une présidence de la République. On ne peut pas dire que c'est des travaux pharaoniques. Ce ne sont pas des travaux pharaoniques. Je ne sais pas si les gens comprennent le sens de ce qu'on appelle travaux pharaoniques. Travaux pharaoniques, c'est en pensée, c'est comme le pharaon qui arrive au pouvoir et qui se met à bâtir une pyramide. Pour en faire sa tombe plus tard. C'est pas ça. C'est pas ça. Je faisais, voyant qu'Abidjan devenait cheveux, je faisais un travail simple et de routine. Que pour la présidence et pour l'Assemblée nationale et à Moussoufou, je n'ai pas emprunté un franc. Ça me fait de travaux pharaoniques. Là où on n'emprunte rien. Donc c'est sur nous-mêmes, nos recettes, que je prenais pour faire. Ça me fait de travaux pharaoniques. Vous comprenez? Maintenant, le reste, vous ne me faites pas rentrer dans un débat avec mes successeurs. Vous me connaissez et moi je vous connais. Mais je ne vais pas rentrer dans un débat avec mes successeurs sur la construction de la terre. Je dis seulement que je n'ai pas cette conception-là de la terre. Voilà. Parce qu'avec la dette, on peut faire quelque chose d'utile. Pour moi, il faut se contenter de faire quelque chose d'utile. Quand on a fait l'autoroute pour l'amener jusqu'à Yamoussoukro, c'était quelque chose d'utile. C'était quelque chose d'utile. Parce qu'il fallait que toutes les administrations puissent aller jusqu'à Yamoussoukro une fois que le gouvernement il serait installé. Mais à part ça, je ne vous dis plus rien sur ça, sur la tête. Parce que je vois bien, mais je ne veux rien en dire pour le moment. Parce que ce n'est pas tous les parents qu'on fait en même temps. Un autre parlant différé. Vous comprenez, Jean-Baptiste, ce n'est pas tous les parents qu'on fait en même temps. Oui. Merci beaucoup, la réponse a été très claire. Amérique, on va progresser. Merci beaucoup, César. Nous allons donc aborder le 5e thème qui est sur la situation sociopolitique. Monsieur le Président, depuis votre retour au pays, vous n'arrêtez pas de solliciter la libération des prisonniers civils et militaires de la crise post-électorale 2010-2011. Peut-on savoir où vous en êtes avec ce dossier? Je ne suis pas très avancé. Je ne suis pas très avancé. Parce que on ne m'occupe pas beaucoup. Depuis que je suis arrivé, ont été libérés
parmi les militaires, Baba Fosigno, ancien commandant de la marine, et puis Abei, qui était gendarme, qui conduisait les chars dans la gendarmerie. À part ça, on n'a pas beaucoup avancé. Je répète encore la liste des prisonniers militaires, mais qui sont comment c'est des prisonniers politiques. Comment c'est des prisonniers politiques. Ouais. Pour l'armée de terre, il y a Dogo Bruno, Abidjan, Oukou Modi Léopold, Nyatouan Kate Paulin, Kipré Yagba, To Ferdinand. Pour la marine nationale, il y a Ouribou Bawa Félicien. Pour la gendarmerie nationale, il y a Seka Yapo Anselme. Et pour la police, il y a Osé Logué. Je demande leur libération parce que je ne comprends pas que moi je sois dehors alors qu'ils sont à l'intérieur. Ils servaient sous moi. La CPI m'acquitte. Et eux, ils sont en prison. Je comprends pas. Je comprends pas. Et puis d'autre part, depuis 2011 jusqu'aujourd'hui 2023, même les gens, les criminels, qui sont condamnés à 20 ans, à 30 ans, quand ils se comportent bien, ils font un certain nombre d'années, on les libère. 2011, 2023, ça fait combien? 12 ans, en fait. Des gens qui ont fait 12 ans en prison. Des gens qui ont des femmes, qui ont des enfants. Moi, je reçois régulièrement leurs épouses. Mais on ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Ça, ce n'est plus la prison. C'est la haine. Donc, je continue de demander leur libération. Leur libération. Voilà. Ce n'est plus la prison, c'est la haine. La parole est aux confrères journalistes, concerts. Si vous avez des questions sur ce thème. Oui. Aussi sur la situation de la vie. Allons-y. Bonjour Monsieur le Président, je suis Kofo, journaliste à la télévision d'Abidjan. Alors il y a cela quelques jours, le président Alassane Ouattara inaugurait un pont. C'est le pont qui lie le Fodi au plateau. Et à cette occasion, il a dit ceci.
que ce pont-là valait plusieurs mandats à son auteur. Il prenait en fait les propos du président Bélier qui, au moment où on inaugurait le pont Poisson, avait dit que ce pont-là méritait un mandat supplémentaire à son auteur. Alors qu'est-ce que vous vous dites, alors qu'on sait qu'il y a un pont qui est en train d'être construit en votre nom, et qui va relier la commune de Gatoukoubé à Yopro? Merci, cher ami, mais je ne dis rien. Il y a une autre question? Oui. À droite. On va allumer le micro, oui. Merci de rallumer le microphone. Bonjour. Je suis Gérard Sévé, d'Horizon Connect. Le régime avait initié l'assurance commerciale. Aujourd'hui, nous sommes à CEMU. Et c'est que la CEMU est obligatoire. Et déjà maintenant, on voit les populations qui dorment à la belle étoile, parce que c'est difficile d'obtenir. Et comme c'est obligatoire, que les enfants doivent aller à l'école pour dormir avec la belle étoile. Alors, quel sentiment cela vous donne le fait que les populations sont livrées à cette situation? Parce qu'il faut absolument obtenir la CEMU. Les enfants qui vont à l'école aussi, ils n'ont pas la CEMU, ils doivent s'inscrire. Alors, le fait que cela pose un problème, ce caractère obligatoire, qu'est-ce que vous avez voulu vous expliquer? Quel est le rapport entre la CEMU et le fait que les gens donnent à la belle étoile? Si je parle bien, ça devient obligatoire. Le rapport entre le fait que entre la CEMU et le fait qu'il y a à la étoile, je pense que c'est obligatoire. Et comme c'est obligatoire, c'est que souvent ceux qui organisent l'affaire, souvent il y a 2 ou 3 personnes qui le font ensemble. Donc il n'y a pas beaucoup de personnes pour délivrer le document. Comme c'est obligatoire, les gens doivent aller à l'école. Donc il y a un engouement important, sauf qu'il faut s'accumuler pour dormir. Souvent les gens sont là de 17h jusqu'au matin pour pouvoir obtenir le document. Alors, j'avais souhaité, pour mieux camper la situation, c'est que les enfants doivent être inscrits pour l'entrée en 6e. Et cette assurance est obligatoire et le délai d'inscription approche. Donc tous les enfants qui sont admis sont obligés de se faire inscrire dès maintenant. C'est ce qui fait de se faire rouler la CEMU dès maintenant. Et c'est ce qui provoque les encouragements dans les centres d'enrôlement qui ne sont pas très nombreux. Voilà la situation. Donc ils ne donnent pas la belle étoile. Ils vont être en rang C'est cela. pour s'inscrire. Et puis là, ah ouais, d'accord, j'ai Mais compris. ça ne se passe pas dehors. Moi, il n'y a pas de contact avec le dehors. Il n'y a pas de contact avec se toucher. Quand la séance est ouverte, là, ça ne se passe pas dehors. Il n'y a pas de contact avec J'ai compris, mais je ne peux pas, pour aujourd'hui, répondre à cette question parce que je n'ai pas bien regardé comment fonctionne la CEMU. Je sais comment aurait fonctionné l'AMU, mais je n'ai pas étudié comment fonctionne la CEMU. Et moi, je ne critique pas pour critiquer. Si je dois critiquer,
je dois savoir exactement ce qui se passe. Donc, laissez-moi quelques temps avant de réfléchir. Et je vais demander tous les documents et toutes les démarches. Et puis, si vous voulez, on vous appellera par le biais de César et tout. Et puis, je vous donnerai une réponse. Ok. Voilà. Excellent, Monsieur le Président. Alors qu'on emprunte à tout va et qu'on dit que notre croissance économique frôle les 2 chiffres, la vie est chère dans le pays, la pauvreté grandit, les Comoriens ne sentent pas le taux de croissance dans leur poche. Il y a même la pénurie du logement à Abidjan et ailleurs, en Côte d'Ivoire. À votre avis, qu'est-ce qui provoque cela et comment régler ces genres de problèmes? Beaucoup de problèmes sont des problèmes mondiaux. La vie chère, tu arrives en France aujourd'hui, les gens te crient que la vie est chère, que Macron a fait ceci, Macron fait cela. Tu arrives en Allemagne, bon, pareil, tu arrives en Russie, pareil, bon, en Ukraine, mais eux, ils ont une raison supplémentaire, une raison supplémentaire, bon, mais la vie est chère. La vie est chère. Mais c'est pour tout ça que l'État existe. Et moi je dis que le rôle de l'État, ce n'est pas d'être une entreprise privée. Le rôle de l'État, c'est de veiller à ce que les citoyens soient le moins heurtés possible par la difficulté de la vie. Je dis bien, soient le moins heurtés possible. Est-ce que ici, on met toutes les compétences de l'État pour adoucir la pénibilité de la vie? C'est une question que je me pose. Moi, depuis que je suis venu, je ne sors pas faire me promener. Donc, parce que c'est trop difficile d'aller avec des gardes, d'aller dans les quartiers. Mais est-ce que l'État est mobilisé pour diminuer la pénibilité de la vie des citoyens? C'est une question que je me pose. Je ne tranche pas pour le moment, pour aujourd'hui. Je ne tranche pas. Mais c'est pas la première fois. C'est la première fois que je vous parle. Ce n'est pas la dernière fois. D'autres fois, j'irai peut-être plus loin. Amérique, on va avancer au thème suivant. On va sortir du pays et puis aller dans la sous-région. Monsieur le Président, ces temps-ci, nous assistons à des changements de régime par la force. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, les militaires se sont installés au pouvoir. En Guinée aussi. À ce propos, vous déclarez dans une adresse à la Côte d'Ivoire à l'occasion de la fête de l'indépendance ceci, je cite: « J'affirme d'emblée mon opposition du reste connue depuis belle lurette
à toutes les formes de coup d'État, qu'ils soient militaires ou civils. Les manipulations des constitutions pour se maintenir au pouvoir ne sont possibles que parce que les auteurs s'appuient sur la force brutale des armées pour faire prospérer leur entreprise. De ce point de vue, même si les modes opératoires sont distincts, le mécanisme de prise ou de conservation du pouvoir repose dans les deux cas sur le même principe de base, l'usage de la force. Je condamne donc la prise de pouvoir par les armes au Niger. Elle porte atteinte à la démocratie dont je reste un fervent défenseur. Monsieur le Président, vous condamnez ce coup de force, mais vous n'êtes pas d'accord avec toutes les options prises par la CEDEAO pour régler cette situation, surtout les mesures de rétorsion inédites prises contre le peuple nigérien. Oui, merci Afrique. Le problème qui se pose aujourd'hui au Niger était bon cas d'école pour tous les Africains. Pour tous les Africains. C'est un bon cas d'école. Mais je crois que les Africains n'étudient pas assez l'histoire des autres peuples. C'est pourquoi ils sont souvent paniqués devant ce qui arrive. Les coups d'État, oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a eu combien de coups d'État au Nigeria depuis l'indépendance? Il y a eu combien de coups d'État au Bénin? Il y a eu combien de coups d'État au Togo? Il y a eu combien de coups d'État au Ghana? On sait qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de coups d'État au Libéria? Semblables. Où les dignitaires du régime ont été fusillés au bord de la mer. En Sierra Leone, en Guinée, je peux continuer. Tout ça, dans tous les pays de la CEDEAO, il y a eu combien? Nous vivons avec les coups d'État. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir et croire que parce qu'on a élevé la voix et qu'on dit qu'on va aller envahir le Niger militairement, on va mettre fin au coup d'État. C'est faux. Ça, c'est la première chose que je voudrais affirmer. La deuxième chose que je vais affirmer, c'est que ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coups d'État. Quand ta constitution dit que tu as droit à 2 mandats, pas plus, et qu'au deuxième mandat, tu tripatouilles la constitution pour te faire un 3e mandat, puis un 4e, puis un 5e. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas un coup d'État ça? C'est un coup d'État.
Donc moi je vois des gens. Il y en a même qui ont suspendu tous les partis d'opposition dans leur pays. Et puis bien, on va aller en guerre pour mettre la démocratie au Niger. Et chez toi. Et chez toi. Vous voyez? Donc, c'est un jeu de mensonges. Et c'est contre ça que je me révolte. Moi, je connais Bazoum. Bazoum, c'est mon copain. Là-bas, à Niamey, je connais où se trouve la maison de Bazoum. Je suis allé plusieurs fois là-bas. Et Issoufou est venu ici, chez moi. Et Ibeka du Mali est venu ici plusieurs fois. Elle est allé voir ma maman au village et mon papa qui vivait encore au village. Mais je vous le dis, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On ne pistolet par derrière. Pistolet par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé. Bazoum a été renversé. Bon. Ok. Il est renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Il faut qu'il soit libéré. Mais lui faire croire qu'on va le réinstaller au pouvoir, on lui ment. On lui ment, le coup d'État est consommé. C'est ça qui est ma position. Je connais Bazoum, je connais Youssouf, tout ça. Je les connais. C'est un de mes copains. Enfin, Monsieur le Président, pourquoi le coup d'État du Niger fait tant mal que les autres? On a assisté tranquillement aux autres coups d'État et à la mise en place des transitions. Et puis sur le Niger, on veut lever des armées pour aller combattre. Qu'est-ce que ça fait tant mal au Niger? C'est là qu'il faut creuser. C'est là qu'il faut creuser pour voir. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Mais ça doit pas être très propre, toute cette histoire. Ça doit pas être très propre, ni très simple. Ok, Albéric, en attendant qu'on cherche tous, on va donner la parole à nos autres confrères, nos sœurs.
disons, des questions sur le coup d'État en Afrique de l'Ouest. Merci, Monsieur le Président. Jérôme Gris pour le quotidien Le Nouveau Réveil. Jérôme Gris pour le quotidien Le Nouveau Réveil. Oui. Monsieur le Président, en 2010, vous avez critiqué un peu la pratique de la CEDEAO. En 2023, quand vous regardez la CEDEAO, est-ce qu'elle demeure ce géant pédagogique? Est-ce que vous pensez que cette organisation sous-régionale est encore forte pour pouvoir régler les crises à la sous-région? Vous avez même dit que ce qui est bien dans la CEDEAO, c'est sa création. Oui. Oui, je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la CEDEAO, il faut la remplacer. Il faut la remplacer. Il faut la changer. Les gens qui la dirigent en ce moment perdent pied. Et ce sont les gens d'une certaine tendance qui parlent le plus fort. Première chose. Deuxième chose, si vous voyez au niveau de la CEDEAO, les problèmes, c'est dans un pays francophone. C'est dans les anciennes colonies françaises qu'il y a des problèmes. Aujourd'hui, c'est en Guinée, au Burkina, au Mali, au Niger, alors qu'avant, il y a eu des problèmes ailleurs. Mais aujourd'hui, les pays non francophones sont un peu tranquilles. Même dans le reste de l'Afrique, les pays non francophones sont un peu tranquilles. Mais c'est dans les pays francophones. Ah, c'est que le problème, Bazoum était prétexte. Bazoum, c'est un petit gars dans la ligne. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Il faut qu'on milite pour que Bazoum soit libéré. Qu'un chef d'État de la région ou d'ailleurs accepte de le recevoir, lui et sa famille. Et comme ça, on aura vidé la partie émotionnelle du problème. Parce que maintenant, est-ce qu'ils vont l'utiliser, est-ce qu'ils ne vont pas l'utiliser? Encore que si vous voulez l'utiliser, vous l'avez déjà tué. Mais je pense qu'ils ne vont pas l'utiliser. Mais quand même, cette partie émotionnelle sera vidée. Mais moi, vous savez ce que je souhaite que la CEDEAO fasse? Je souhaite que ça force en attendre. Moi, j'ai rigolé l'autre jour. Quand j'écoutais mon président parler, quand il dit oui, moi je vais envoyer un bataillon. Un bataillon, ce n'est rien pour aller faire une guerre. Un bataillon. Mais comme il n'a pas fait l'armée, moi je suis sérieux, j'ai fait l'armée. Alors, c'est quoi un bataillon, monsieur le Président? Un bataillon, c'est 3 compagnies. Un bataillon, c'est 3 compagnies. Mais bon, dans les pays où ils sont plus là, ils peuvent aller jusqu'à 4 compagnies, mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Un bataillon.
population. Vous comprenez? Et maintenant, c'est rien. Bon, comme la CEDEAO compte 15 États, et qu'il y a 14 qui ne sont pas en coup d'État, peut-être qu'il s'agit de faire en sorte qu'on ait 14 bataillons. Bon, là, ça peut un peu compter. Mais, vous savez, je souhaite que cette force en attente dont ils ont parlé, qu'elle soit mobilisée et que les chefs d'état-major se réunissent pour faire un plan de lutte contre les terroristes. Les jours où on me dit que la CEDEAO s'est réunie et a décidé de lancer une vaste offensive contre les terroristes en Afrique de l'Ouest, et que les chefs d'état-major ont pris la décision de faire le plan de bataille contre ceux-là. Ici, ils sont venus à Bassam, les terroristes. Au nord, la Côte d'Ivoire, on les voit frémir, on les voit s'exciter un peu de temps en temps. Au Burkina, au Mali, au Niger, etc. On peut y envoyer nos forces en attente pour se battre contre les terroristes. C'est ça que j'attends de la CEDEAO. Et non pas de chercher à aller délivrer Bazoum pour le repasser au pouvoir. Bazoum, on peut le libérer par la parole, par la négociation. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'envoyer les forces combattantes pour pourchasser les terroristes sur toute la superficie de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça, déjà. Une autre question par ici. Alors, on va prendre les en même temps. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Dans l'une de vos questions, vous avez constaté que le problème en Afrique de l'Ouest, c'est dans les zones francophones. Doit-on conclure que le problème, c'est la France? Et dans ces derniers, vous avez évoqué également un piston derrière, c'est qui le piston? C'est qui le piston derrière? Qui pousse la CEDEAO? Oui. Alors, vous voyez, il faut ouvrir les yeux. Et ne pas prendre toujours les évidences comme des révélations. Ouvrez les yeux. Où il y a eu des coups d'État en ce moment, c'est en Guinée, c'est au Mali, c'est au Burkina Faso, et c'est au Niger. Ce sont 4 pays quoi? 4 pays francophones. Bon, ça c'est une évidence, on le voit. Alors ne prenez pas ça pour une révélation que je vous fais. Parce que vous-même, vous pouvez le constater et le voir. C'est ça. Ce sont 4 pays francophones. Voilà. Alors ensuite, quand je dis que il y a le piston derrière, aujourd'hui là, le marketing, quels sont ceux qui parlent pour aller
faire la guerre, ça va travailler talon. Bon, on les connaît, ces deux-là. On les connaît. Dans l'Afrique aussi. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je parle des évidences. Mais des évidences qui sont à vos yeux, si vous regardez bien vous-même. Mais ne prenez pas ça pour des révélations. Oui, la deuxième question. La dernière sur cet aspect-là. Merci, Monsieur le Président. Oui. Je suis Copson Sago, du journal La Nouvelle Alliance. Alors, dans cette histoire de la CEDEAO, dans la déclaration de guerre contre le Niger, il y a des pays qui ont fait des déclarations. Il y a le Mali et il y a le Burkina Faso qui disent que toute intervention au Niger sera perçue comme une déclaration de guerre. On apprend déjà qu'ils ont même envoyé des blindés au Niger. Quels sont les commentaires que cette position vous inspire? Vous me demandez les commentaires que ça me fait. Non. C'est-à-dire que quand il y a un état de guerre, ne se fait pas dans un clan. Il y a un clan et il y a un autre clan. C'est eux qui s'affrontent. Vous comprenez? Il y en a qui ont dit que le renversement de Bazoum est une chose mauvaise et que donc ils vont aller au Niger avec les forces armées. Il y a quelqu'un même qui a dit oh, ça va nous prendre 48 heures. Bon. Donc ils vont aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans son fauteuil présidentiel. Bon. De l'autre côté, il y en a qui disent nous supportons ceux qui ont renversé Bazoum. Ça, c'est le Burkina Faso. C'est le Mali. Depuis peu, c'est la Guinée aussi, c'est l'Algérie, c'est la Mauritanie, qui n'ont pas dit qu'ils vont se mettre en guerre, mais qui disent qu'ils sont contre. Donc, le commentaire, c'est que le deuxième cas se forme. L'autre cas se forme et ils vont s'observer. Ils vont s'observer et nous allons les observer. Nous allons voir si la guerre va avoir lieu ou pas. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait lieu cette guerre. Je ne souhaite pas qu'il y ait lieu. Je pense que ce serait la guerre la plus idiote. Je pense que ce serait la guerre la plus idiote. Donc, je ne souhaite pas que cette guerre ait lieu. Monsieur le Président. Mais je souhaite aussi que Bazoum soit libéré. Monsieur le Président, on va glisser tout à l'heure sur le guillatisme, mais finissons d'abord que les choses soient claires avec
cet esprit de coup d'État qui rôde dans la sous-région. Vous avez condamné, mais vous n'êtes pas pour la guerre de réinstallation du président déchu. Est-ce que de cette façon-là, certains ne risquent pas d'interpréter votre position comme une validation des coups d'État? Deuxième chose, comment mettre fin définitivement à l'existence de cet esprit coup d'État dans la sous-région? Bien, écoutez, moi. Et puis il y a l'approche de solution 2 fois 2 mesures. On se souvient, en 2002, quand vous avez demandé à des pays amis de vous aider ici parce que vous feriez face à une rébellion, on a dit que c'est une affaire ivoiro-ivoirienne. Aujourd'hui, pour l'affaire nigéro-nigérienne, vous voyez, tout le monde ensuite ça. Comment vaincre tout ça? Voilà, esprit coup d'État, réaction à double vitesse. Écoutez, moi, j'ai peut-être la déformation de mon métier. Je dis toujours aux gens que la Révolution française, c'est-à-dire la révolte contre la monarchie et la lutte qui s'est transformée progressivement en lutte pour un autre système politique que la monarchie, elle a commencé à 1789. Mais la République s'est réellement, définitivement installée en France en 1870. Presque un siècle après. Mais quand on est contemporain, on est impatient. Et c'est l'impatience qui nous gagne. Pour ceux qui ont étudié l'histoire de la France dans cette période d'ébullition, un homme comme Lamartine a été président pendant un jour. Un jour. Les choses passent, vont, et bien, tout est sens déçu, sens dessous. Mais c'est chaque peuple qui construit son histoire. C'est chaque peuple qui construit son histoire. Les Français ont construit leur histoire. Aujourd'hui, ils en récoltent les dividendes. Ceux qui sont là, leurs parents ont construit pour eux leur histoire. Les Américains ont connu plusieurs guerres, mais on en retient que deux principales. La guerre de libération contre les Anglais, et puis la guerre de sécession. Et ils ont dépassé cette guerre. Ils les ont faites. Ils ont eu des morts. Aujourd'hui, ils vivent sur les acquis. Sur les acquis. De victoire de ces deux guerres.
ils sont indépendants. Et ils sont une fédération du Nord au Sud. Point. Mais nous, en Afrique, on ne veut pas se mouiller le maillot. On ne veut pas se mouiller le maillot. On commence à lutter un peu. Et puis, allez, appelez un tel, il va venir nous aider. Appelez un tel, il va venir nous aider. C'est pas comme ça. Quand on construit l'histoire d'un pays, mouiller le maillot. Et nous sommes en train de mouiller le maillot. Vous ne pensez pas que moi, j'avais envie de vivre tranquillement aussi? Mais le 11 avril 2011, on m'a arrêté comme un chenapan. Un que je ne vais pas citer, ma mère mis sur le dos pour me jeter dans une voiture où quelqu'un d'autre m'attendait pour m'amener au golf. On mouille le maillot. On lutte pour l'indépendance de notre pays. Il n'y a pas d'indépendance sans souffrance. Moi, j'avais envie de vivre tranquillement aussi. Mais le 11 avril 2011, on m'a arrêté comme un chenapan. Un que je ne vais pas citer, ma main mis sur le dos pour me jeter dans une voiture où quelqu'un d'autre m'attendait pour m'amener au golf. On mouille le maillot. On lutte pour l'indépendance de notre pays. Il n'y a pas d'indépendance sans souffrance. J'ai une petite nièce qui est à l'école, qui est venue un jour. « Hé tonton, il y a ta photo dans le journal, dans mon livre d'histoire. On dit que tu as été président. » Bon. On a mouillé le maillot. La petite fille, elle a peut-être 10 ans maintenant. Elle est venue me trouver, tonton, voilà. Elle était fière. Elle dit, c'est mon tonton. Et puis, les gens se moquaient d'elle. À l'école. On dit, où tu connais ce monsieur-là? Bon. Vous comprenez? Donc, nous sommes à l'étape où on mouille les maillots. Nous. Les autres pays, il y a d'autres pays qui ont terminé cette phase. Ils ont terminé leur phase de mouiller les maillots. Ils ont terminé. Ils récoltent aujourd'hui les dividendes. Nous, on est en pleine construction de nos pays et de notre démocratie. Le cas du Niger émeut parce que nous vivons. Mais pour ceux qui vont venir dans 50 ans, dans 100 ans, on va dire oui, le chef d'État du Niger, Bazoum, a été renversé. Et ils vont prendre ça.
Ce sera une ligne dans leur livre. Le chef d'État démocratiquement élu, Bazoum, a été renversé et la CEDEAO n'a pas trouvé autre chose que de répéter ce qu'on nous avait dit ici. Moi, je ne peux pas accepter ça. Oui, interdiction Embargo sur les armes. Embargo sur les ceci, embargo sur cela, Nous, on connaît ça. En Côte d'Ivoire, on connaît la chanson. On connaît la chanson. Vous comprenez? On connaît ça. Alors, moi, une chanson que je connais et que je ne veux pas chanter avec les autres, c'est parce que je la connais trop. C'est parce que je la connais trop. Ils n'ont même pas fait, ils n'ont même pas eu l'intelligence de changer même. Je l'ai ici, hein. Je l'ai. Embargo sur ceci, embargo sur cela, embargo sur... Vous savez que c'est la même chose et que ça ne change jamais rien. Parce qu'au bout de quelques années, vous allez retrouver les gars de ces pays-là, vous allez les embrasser et puis la vie va continuer. Merci, Monsieur le Président. Oui. Ça fait un bon moment que vous parliez. Nous sommes au dernier thème de cette rencontre. Abéry. Oui, effectivement, il y a longtemps que nous sommes assis ici. Nous allons permettre au Président de nous dire un dernier mot. Monsieur le Président, vous êtes, on l'a constaté, hein, c'est une mine de connaissances et de savoir historique et politique. Vous êtes un latiniste, donc vous êtes ancré dans beaucoup de cultures. Nous ne pouvons pas vous laisser partir sans vous demander de nous éclairer sur le panafricanisme, que certains, à tort ou à raison, considèrent comme le rejet de l'Occident par la jeunesse africaine. Et pourtant, ce concept prend ses sources dans les luttes pour les indépendances en Afrique. Mais merci. Je vous remercie tous d'être venus, nombreux, ici, amicalement, et au temps où nous autres, nous naissions, je suis né en 1945, hein, mais au temps où nous autres, nous naissions, tous les Noirs des Amériques, d'Haïti, se définissaient comme Africains. Se définissaient comme Africains. C'est pourquoi excusez-moi. C'est pourquoi c'est eux qui ont lancé le mot panafricanisme, le terme.
les Dubois et autres. Ils ont accompagné Nkrumah ici, ils ont rencontré Nkrumah aux États-Unis, ils l'ont accompagné ici. Et c'était une belle rencontre. Ils ont lancé le terme de panafricanisme. À l'époque, cela signifiait tous les Noirs des Amériques et tous les Noirs d'Afrique, leur rassemblement. C'est ce que ça signifiait. Ce terme a été récupéré par Nkrumah, qui était leur ami. Dans l'Afrique doit s'unir pour parler au moment où il était question de l'indépendance des colonies africaines. Lui, il souhaitait un rassemblement de ces colonies à un seul État. Vous savez, Nkrumah, il a fait ses études aux États-Unis. Or, les États-Unis, c'est, je crois, 54 États, non? 54 États. Voilà. Nous, ici, en Afrique, on est 54 États aussi. Voilà. Donc, lui, le nombre ne l'effrayait pas. Lui, il a vu ça en grand. Mais des débats ont eu lieu. Des débats ont eu lieu. Dans l'Afrique francophone, un homme comme Senghor a voulu que la OEF, l'Afrique occidentale française, arrive à l'indépendance sous la forme d'un seul pays. La OEF, c'est-à-dire depuis le Sénégal jusqu'à le Dahomey, devenu Bénin. Et ils luttaient pour ça. Ils ont fait un congrès à Cotonou en 1956 où les partis socialistes africains avaient réclamé l'union. Des pays africains dans la OEF et leur indépendance dans la OEF. Mais Houphouët Boigny a répondu: je ne veux pas d'un État dont la capitale serait Dakar et la Côte d'Ivoire serait la vache à lait. C'était posé clair. Les deux positions qui ont fait que finalement chaque État est allé en indépendance en ordre dispersé. Senghor a essayé de sauver la face en faisant une union avec le Soudan français, qui a donné le Mali dans une fédération dite du Mali,
Et la fédération du Mali a duré, dont le président était Modibo Keïta, ça a duré quelques mois. Et Modibo a dû revenir à Bamako. Donc, ce que moi je considère, c'est que nos pays sont trop petits. Sont trop petits sur la scène mondiale. Je cite toujours devant mes amis cet exemple. Quand j'étais en visite officielle à Pékin, j'étais en visite officielle à Pékin. J'étais sur la place rouge avec le chef d'État chinois. L'armée défilait de façon impeccable. On a joué l'hymne national de Côte d'Ivoire. J'étais fier comme un coq. Et on a joué l'hymne national chinois. Mais je me suis dit, ils m'ont eu. Parce qu'ils doivent rigoler. Nous, on avait presque 20 millions d'habitants. Eux, 1 milliard 500 000 habitants. 1 milliard 500 millions d'habitants. Qu'est-ce que je pèse? Rien. Rien. Et si je quitte là, que le président gambien s'en va là-bas, ils vont faire le même défilé, ils vont jouer les hymnes nationaux, mais ce sera encore moins que rien. Vous comprenez? Donc souvent, les emblèmes, les postures font que les chefs d'État africains se croient quelque chose. Or, ils sont rien. Nous, chefs d'État africains, on se croit quelque chose, alors qu'on n'est rien. Mais par rapport au nombre d'habitants, c'est-à-dire par rapport à la capacité d'achat, par rapport à la capacité de production, on n'est rien. J'en ai conclu qu'il faut qu'on se rassemble progressivement. Il faut qu'on se rassemble. Il faut que les pays africains se rassemblent pour avoir un petit contenu. C'est ça, le panafricanisme que j'appelle de tous mes voeux. Il faut que nous nous rassemblions. Il faut que nous nous rassemblions pour ne pas être des petites gouttes de larmes perdues dans une tasse de café. Chers amis, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà. César? Oui. La cérémonie est terminée. C'est vrai que le président a semblé déjà dire au revoir, mais excellent Monsieur le Président, le 25, c'est-à-dire vendredi prochain, la campagne pour les élections locales s'ouvre.
on serait parti ici sans un seul mot précis pour vos militants qui sont vocaux, qui sont candidats. Ce sera une symphonie inachevée. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bien. Bien. Ce que je veux dire pour cette campagne, je le dis aux militants du PPACI, mais aussi à ceux du PDCI-RDA. Parce que, dans tous les cas, nous sommes alliés. Je leur dis de foncer jusqu'au dernier jour, de faire la campagne jusqu'au dernier jour. Il faut qu'ils foncent. Il faut qu'ils foncent. Et il faut que, à la fin de ce combat, le PDCI et le PPACI gagnent. C'est ce que je voudrais leur dire. Je voulais leur dire cela. Il faut qu'ils se battent. Il faut qu'ils se battent jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier soir. Ils vont dormir le 2. Le 2 septembre, ils vont dormir. Quand ils vont dormir, ils vont se réveiller. Même s'ils se réveillent à midi, ils peuvent aller voter à 1h, 13h, 14h, 13h, 14h, 15h, c'est pas grave. Mais il faut qu'ils luttent pour le moment. Voilà, chers amis, ce que je voulais leur dire. Mais je leur souhaite bonne chance à tous. Bonne chance. Voilà. Merci. Allez et gagnez. Avérique, voilà, merci. La cérémonie est effectivement terminée. La conférence est effectivement terminée. Voilà, je répète que le président vous offre un cocktail dans l'arrière-cour. Je vous remercie.